retour de la question. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est comme ça? Comment fait-on? Qu'est-ce que ça va changer? Dominique Dezonnet. Bonjour, ravi de vous retrouver pour Retour de la question qui s'intéresse aujourd'hui à la subtile mécanique du vieillissement. Bien loin des mythiques fontaines de jouvence et des prétendus produits miracles aux vertus anti-âge, les chercheurs avancent à grands pas dans la compréhension du phénomène avec la possibilité de faire reculer l'apparition de nombreuses pathologies liées à l'âge, voire de les supprimer. Prolonger considérablement la durée de vie humaine et allonger son temps de jeunesse n'est plus vraiment de la science-fiction. Autour de la question avec Didier Cornel, expert international sur les questions d'allongement de la vie, qui vient de publier « Et si on arrêtait de vieillir » aux éditions FIP. Son livre dresse un état des lieux de la réalité des enjeux et des perspectives d'une vie en bonne santé beaucoup plus longue. Maman, quand on est mort, c'est pour toute la vie? Oui, c'est pour toute la vie. Imaginez une vie sans fin, une existence sans frontières dans le temps. Trop beau pour être vrai. La grosse erreur que font la plupart des gens, et beaucoup de biologistes connus, c'est de supposer que d'une manière ou d'une autre, on est programmé pour mourir. Bien sûr, ça pose des questions qui nécessairement vont nécessiter un débat. Promets-moi que je partirai la première. On a encore le temps. À la question, est-ce qu'on pourrait abandonner l'idée de vieillir ou est-ce qu'on pourrait accepter de vivre 2 fois plus longtemps? Je crois qu'il n'y a pas de réponse simple. Didier Cornel, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes expert international sur les questions d'allongement de la vie. Votre livre traite d'ailleurs de ces enjeux et des perspectives d'une vie en bonne santé, beaucoup plus longue. Mais de tout temps, les hommes ont cherché à lutter contre les affres de la vieillesse. Bien sûr, de tout temps, les hommes ont cherché à lutter contre les affres de la vieillesse. Cela fait depuis le début de l'histoire de l'humanité qu'un des rêves des peuples, c'est de pouvoir vivre sans limite, d'atteindre l'immortalité. Évidemment, une des différences fondamentales entre le passé et aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, ça devient une perspective qui est envisageable, mais c'est pas une perspective envisageable dans le court terme, dans les années qui viennent. C'est une perspective envisageable dans les décennies qui viennent. Et cela implique de très très nombreuses questions qui me passionnent et qui sont notamment celles de pour qui est-ce que ce sera disponible. Il y a les conséquences sociales. Les conséquences sociales. Ouais. Et le pour qui, cela veut dire que qui fera les investissements dans les recherches scientifiques. Et notamment, la vieille Europe est un des lieux les plus adéquats pour cela, si l'on veut que les progressions soient accessibles à tous. Alors, Didier Cornel, pourquoi vous intéressez-vous au vieillissement ? Parce que, en fait, vous n'êtes pas scientifique de formation, mais vous êtes juriste. Je suis juriste au départ. Je suis actif politiquement, socialement depuis plus de 30 ans. Je suis actif dans le mouvement écologiste notamment. Et cela fait 30 ans qu'une de mes priorités, c'est lutter contre la faim dans le monde, la malnutrition. Et puis, au fil des années, je me suis dit, il y a également les maladies aisément évitables. Et donc, je contribue financièrement depuis des décennies maintenant à cette lutte contre la faim dans le monde. Et je me suis aperçu récemment qu'en réalité, aujourd'hui, 2/3 des décès dans la planète. Et alors oui, ça correspond à, si on a les chiffres, 100 000 personnes meurent des suites liées à l'âge. 100 000 personnes meurent de maladies liées au vieillissement. Évidemment, ça n'est pas quelque chose que nous pourrons éviter du jour au lendemain, mais on gagne déjà chaque jour environ 6 heures d'espérance de vie, donc 3 mois par année quand on prend des pays comme la Belgique, la France. Et beaucoup plus, contrairement à ce qu'on pense relativement souvent, beaucoup plus dans les pays du Sud,
particulièrement les pays d'Asie. Un pays comme le Bangladesh a gagné 12 ans, enfin les citoyens du Bangladesh ont gagné 12 ans d'espérance de vie durant les 25 dernières années. Dû au progrès, éventuellement aussi à une bonne alimentation, au transfert de nourriture. Dû au progrès en matière d'alimentation, en matière d'hygiène, en matière de santé, dû donc à la diminution importante de la mortalité infantile, mais aussi à des avancées dans les domaines qui sont les maladies qui, chez nous, tuent le plus, donc les maladies cardiovasculaires, les cancers, etc. Alors, peut-être que il serait bon de signaler que la vieillesse, en fait, est responsable vous l'aviez dit, de 90% des décès dans les pays, mais les plus avancés économiquement. Et donc, si on comprend bien, ça fait quand même 2/3 des décès dans le monde. On finit tous par mourir de vieillesse. Donc, si on arrive à supprimer les autres causes de mortalité, les causes accidentelles, malnutrition, etc. Donc, on mourra actuellement tous de vieillesse. Et donc, dans nos pays, c'est environ 90%. Et comme je disais tout à l'heure, c'est dans les pays du Sud, à l'exception de l'Afrique subsaharienne, c'est déjà devenu également la cause principale de mortalité. Alors, pour l'Afrique subsaharienne, comme je sais qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui sont de l'Afrique subsaharienne, je voudrais dire quelques mots à ce sujet. C'est plus développé dans le livre, mais l'évolution est globalement positive sur le long terme. Cependant, l'épidémie de sida dans environ la moitié de ces pays a eu des conséquences absolument désastreuses et donc a fait que des pays comme l'Afrique du Sud, le Rwanda, le Burundi, etc., l'espérance de vie a diminué considérablement, mais ces dernières années, grâce au progrès dans ces domaines-là, cela commence à remonter. Et alors, dans des pays qui ont été moins touchés par l'épidémie de sida, par exemple le Sénégal, le Mali, contrairement à ce que, encore une fois, on pense. Vous avez fait beaucoup aussi en termes de prévention. Le Sénégal, par exemple. Oui, donc il y a beaucoup qui a été fait, et donc l'espérance de vie progresse là de 4 ou 5 mois par année. Alors, la recherche pour comprendre les mécanismes du vieillissement progresse à grands pas. Chaque jour, elle travaille à faire reculer les maladies qui l'accompagnent et il y a urgence car les plus de 80 ans seront 4 fois plus nombreux en 2050 dans le monde. Hugo Agui-Lagnu, ancien invité d'Autour de la question, est généticien du vieillissement au CNRS, à l'École normale supérieure au laboratoire de biologie moléculaire de la cellule à Lyon. Il étudie les gènes, non pas de la longévité, mais d'autres qui régulent la reproduction, le métabolisme ou la résistance au stress. Leur manipulation révèle des effets importants sur la longévité de tous les organismes vivants de la planète. On est déjà en train de augmenter la longévité de manière très très spectaculaire et significative. Nous, c'est ce qu'on fait tous les jours, c'est-à-dire que nous on travaille sur la génétique du vieillissement et on sait que affecter un gène est suffisant pour allonger la longévité de manière très très impressionnante. Donc on a des augmentations de longévité qui vont de 100 à 500% parfois. On connaît plusieurs gènes et on connaît maintenant plusieurs molécules qui sont capables d'augmenter la longévité des mammifères, donc des souris ou des rats. Donc de là à passer à des molécules qui auront un effet positif sur la longévité humaine, ça paraît une étape très très probable. Et donc je pense qu'il serait bon de se poser la question de savoir comment, en tant que société, on veut se positionner par rapport à ces découvertes qui sont réelles. Moi j'ai des animaux qui vivent 500% plus longtemps dans mon laboratoire, donc c'est pas du tout de la science-fiction. Je peux pas vous donner mes secrets, mais on travaille beaucoup sur un modèle génétique qui est assez largement utilisé dans le domaine, qui s'appelle Caenorhabditis elegans, et qui est un tout petit nématode, un tout petit ver de 1 mm de long, qui a la taille d'une virgule, et qui a un génome qui est, somme toute, assez proche du nôtre. Et donc on travaille sur des gènes qui existent également chez l'homme. Et en les manipulant un petit peu, et en combinant la manipulation de plusieurs gènes ou la manipulation de certains gènes avec la manipulation de l'environnement, on sait que diminuer la prise alimentaire, notamment, ça permet d'augmenter la durée de vie. Donc si on combine ces choses-là, on arrive à avoir des vers qui vivent quasiment 1 an, alors que la durée de vie normale de cet animal est de 15 jours. Didier Kernel, donc les généticiens travaillent d'arrache-pied à repérer l'ensemble des gènes responsables du vieillissement. Alors, faut faire attention, c'est en manipulant par exemple des gènes qui concernent la reproduction que l'on peut, de façon spectaculaire, allonger sa durée de vie. Quand même, la nature ne nous a pas conçus pour durer éternellement.
Alors, la nature ne nous a pas conçus pour durer éternellement, et d'ailleurs, la nature n'a, pour autant qu'on sache, conçu aucun vertébré et très peu d'animaux pluricellulaires, peut-être même aucun, pour vivre sans limitation de durée. Alors, c'est pour moi quelque part un mystère. J'ai, dans le livre, développé l'ensemble des théories, enfin, pas de manière totalement détaillée, parce que cela prendrait des ouvrages entiers. Mais donc, finalement, pourquoi est-ce que on vieillit? La réponse est probablement parce que les mécanismes de sélection naturelle font qu'il est souhaitable de conserver une certaine diversité à l'intérieur d'une espèce donnée, une certaine diversité génétique. Et si les animaux pouvaient vivre sans limitation, la diversité génétique, le pool génétique serait moins important. Mais donc, ceci... Mais il y a souvent des contre-exemples dans la nature. Premier contre-exemple, qu'est-ce qui est éternel? Franchement, c'est l'ADN. Donc là, l'ADN, lui, par contre, est éternel et donc existe depuis les premiers brins d'ADN sont apparus il y a 3,8 milliards d'années. Et certains généticiens diraient que, en fait, c'est l'ADN qui est éternel et donc nous ne sommes que les porteurs pour quelques années, quelques décennies. Mais donc, ce qui est passionnant aussi pour les espèces animales et particulièrement les mammifères, c'est la diversité de durée d'espérance de vie pour les animaux en captivité, parce que les animaux en liberté meurent très très peu de vieillesse. En fait, oui, il y a toujours quelque chose. Oui, pour le dire de manière un peu provocatrice, ceux qui disent que c'est bien de vieillir parce que c'est naturel, ils ont tort. En fait, dans la nature, on ne meurt pas de vieillesse, on meurt de plein d'autres causes, mais très rarement de vieillesse. Et donc, la diversité est énorme, même, par exemple, chez des rongeurs. Vous avez certaines espèces qui peuvent vivre dans le rat 2 ou 3 années, le rat, les souris, et les écureuils qui sont assez proches, 10, 15, 20 ans. Il y a même des espèces vraiment extrêmement proches, comme par exemple des caméléons, qui ont des espérances de vie extrêmement différentes. Et donc, par rapport à la petite interview qu'on a entendue tout à l'heure, cela signifie que si des thérapies géniques étaient possibles, elles pourraient permettre à l'être humain de gagner un temps considérable. Attention, les thérapies géniques, actuellement, sont encore à un niveau de développement faible, c'est-à-dire qu'il y a certaines thérapies géniques qui sont possibles pour des maladies très spécifiques. Mais on n'a pas encore les effets secondaires de certaines thérapies géniques qu'on pourrait employer. Parce que, quelque part, thérapie génique, on change aussi une partie du génome. Oui, donc thérapie génique, on change une partie du génome. On peut le faire sur une personne déjà vivante, donc changer progressivement. Mais actuellement, on ne peut pas le faire encore pour ce qui concerne des gènes liés au vieillissement. Il n'y a pas encore d'expérience à ce niveau-là, sur l'humain, ni d'ailleurs, à ma connaissance, sur les souris. Donc c'est clair que le domaine des thérapies géniques est le domaine pour lequel les perspectives sont les plus considérables, mais cela n'est pas pour demain. Pour demain, même dans un avenir proche, ce qui est le plus étudié, ce sont l'ensemble des produits qu'on peut ingérer. Et parmi les produits que l'on peut ingérer, il y a des produits qui ont une influence équivalente à ce que produisent certains gènes. Autour de la question.
Profite avec Benjamin Biolay et Vanessa Paradis dans Autour de la question qui s'intéresse aujourd'hui à la vieillesse. Pourquoi vieillissons-nous? Sommes-nous condamnés à vieillir? Et si on arrêtait de vieillir, nous conseille Didier Kernel dans son livre paru aux éditions Chip. Avant la chimie, il y avait des produits aussi pharmaceutiques. On pratiquait, et avant tous ces produits modernes, on pratiquait aussi l'alchimie. D'ailleurs que vous considérez, Didier Kernel, comme précurseur de la science moderne. Alors, ce que recherchaient avant tout les anciens, c'était d'accéder à l'immortalité avec l'alchimie. Donc l'alchimie, c'était au départ, le magique et le scientifique étaient plus mélangés. Donc les chercheurs, les alchimistes avaient deux objectifs. C'était la transmutation du plomb en or, l'obtention, et la pierre philosophale. Et donc l'autre objectif était l'immortalité. Et évidemment, tout ce qui a été effectué comme recherche a été sans succès. Et le premier empereur de Chine, par exemple, cherchait l'immortalité. Ah oui, c'est extraordinaire. Il s'est empoisonné alors, tout compte. Il a cherché par beaucoup de moyens. Et donc le mercure est un métal fascinant puisque c'est le seul qui est à l'état liquide à température ordinaire. Et ça apparaît comme une substance parfaite. Et donc, il ingérait du mercure et probablement il est mort empoisonné. Son décès. Et d'ailleurs, malheureusement, ça c'est une chose, le nombre de substances qui ont été présentées comme des substances utiles à la santé et qui ne l'ont pas été est gigantesque. Pour prendre un exemple plus récent, mais pas les substances radioactives, il n'y a pas tellement longtemps. Oui, on prenait du radium. On prenait du radium. Et donc maintenant... Alors très léger, on le mélangeait avec la boisson. Maintenant, il y avait même des boissons énergisantes à base de radium. Donc maintenant, le consensus scientifique est que même on est formel. Attention. On est formel à forte dose. À toute petite dose, c'est une des questions pour beaucoup de produits, et même pour les produits radioactifs. À toute petite dose, il n'est pas certain que cela n'ait pas pour conséquence de renforcer le système immunitaire. Vous connaissez probablement la phrase un peu humoristique « tout ce qui ne tue pas te renforce ». Donc cela n'est pas exact, mais par contre, c'est certain que dans tous les mécanismes qui sont liés au vieillissement, la règle du ni trop ni trop peu s'applique. Alors autour de la question avec notre invité Didier Kernel, expert international sur les questions de l'allongement de la vie, son livre « Et si on arrêtait de vieillir » qu'il vient de publier aux éditions FIP décrit et évalue toutes les méthodes actuelles qui sont utilisées pour ralentir la sénescence. Alors pourquoi vieillissons-nous? Sommes-nous condamnés à vieillir? Ou ferons-nous partie de la première génération à bénéficier du recul, voire de la suppression du vieillissement? Nous le saurons dans quelques minutes après les infos. Autour de la question. Dominique Dezonnet. Et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent pour Autour de la question. Pour les naturalistes du XVIIIe siècle, la mort était une histoire d'équilibre. Sans elle, pensait-on à l'époque, chaque espèce se multipliait à l'infini pour disparaître, faute de nourriture. Aujourd'hui, nos connaissances des processus de vieillissement évoluent sans cesse. Et la recherche fait des progrès fondamentaux. Il est tout à fait raisonnable de penser que dans un avenir proche, nous pourrons vieillir en pleine santé jusqu'à 150 ans. En attendant l'immortalité ou presque, du moins une très longue existence, comme celle de Mathusalem, qui selon l'Ancien Testament vécut 969 ans. Dans Autour de la question, nous allons avec Didier Kernel, coprésident de SEV, Sciences pour l'extension de la vie et la santé, vice-président de l'association française Technoprod, s'intéresser aux technologies et aux méthodes qui permettront de prolonger la vie des individus et de l'espèce humaine. Voilà. Et nous allons aussi dresser un état des lieux des recherches en cours sur le vieillissement et des stratégies anti-âge que la science explore et expérimente. Didier Kernel vient de publier « Si on arrêtait de vieillir » aux éditions FIP.
Didier Cornel, autre sujet abordé dans votre livre, c'est le rêve qui hante les plus âgés, le désir de rajeunir. Et là, bien, il y a les cosmétiques qui nous promettent l'éternelle jeunesse depuis longtemps. En fait, vous n'avez jamais constaté, et on constate pas à travers l'histoire, de résultats probants avec tous ces produits. C'est presque du charlatanisme quelque part. Les cosmétiques, par définition, en fait, ils ne peuvent agir que sur la peau, sinon ils ne répondent pas dans la situation générique. Donc, ça peut avoir le principe actif. Cela peut avoir un effet sur la peau, mais cela n'a pas d'effet direct sur la longévité. Sauf que, attention, pour tout ce qui concerne les mécanismes de vieillissement, l'être humain a vraiment un impact très important pour ce qui concerne le domaine psychologique. Donc, l'effet placebo est vraiment extrêmement important. Oui. Et donc se mettre de la crème, ce serait un effet placebo. Et donc, se mettre de la crème, si vous pensez que c'est efficace pour rajeunir, peut avoir un effet placebo, comme il y a quelques décennies, les riches européens et les riches américains se faisaient greffer des testicules. Absolument. Et il a fallu plus de 10 ans pour qu'on soit certain que ça n'avait pas d'effet. Ouais. Donc c'est intéressant. Cela montre combien le psychisme est quelque chose d'important dans tout ce qui concerne les possibilités de vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé, mais cela montre aussi combien il est dangereux de croire toutes les déclarations par rapport à tel produit est efficace, tel... Mais là, après, c'est plus de la science, c'est du marketing. Ce n'est plus de la science, c'est du marketing, et c'est aussi l'effet placebo. Donc le fait que l'on pense que quelque chose va être efficace est efficace pendant une durée relativement longue, mais sur le long terme, évidemment pas. Alors, la grande question, Didier Cornel, pourquoi vieillissons-nous? Alors, il existe plusieurs théories, j'ai évoqué quelques-unes. Il y a... par exemple, la programmation génétique, les gènes utiles à la croissance ou à la reproduction, en fait, des fois font vieillir à l'âge adulte. Donc, parmi les théories, il y a la théorie de ce qu'on appelle aussi les gènes ambivalents, c'est-à-dire que ce sont des gènes qui sont nécessaires à la croissance, mais qui, une fois que l'animal est arrivé à l'âge adulte, provoquent le vieillissement. C'est une théorie proche de celle-là, c'est celle selon laquelle les animaux, une fois qu'ils ont atteint l'âge de la reproduction, donc une fois qu'ils se sont reproduits, ne sont plus utiles et donc la nature n'en a entre guillemets plus besoin. Alors il y a aussi celle où les animaux ont beaucoup de descendants, ils se reproduisent vite et bien. En fait l'espèce, toute l'espèce est marquée par une vie courte. Ça c'est une autre théorie. Oui, donc une fois que les descendants sont mis au monde, il n'est plus nécessaire pour les plus anciens de continuer à se reproduire et donc ils peuvent être remplacés par la génération suivante. Et cela rejoint les mécanismes qui font qu'une diversité génétique est préférable. Parce qu'évidemment, le nombre d'individus, vu les autres ça brasse mécanismes... un peu ça brasse, les gènes, voilà. Et puis, il y a la division cellulaire. À chaque fois que les cellules se reproduisent, une petite partie des chromosomes disparaît. Et puis, il y a enfin, ce que vous décrivez dans votre livre, les poisons que nous accumulons tout au long de notre vie. Oui, donc ce sont deux autres théories. La première, c'est la limite de Hayflick. Les cellules de la plupart des animaux, dont les êtres humains, ne peuvent se reproduire que 50 fois environ pour les êtres humains, et après meurent. Et donc, ça limite la durée de vie des animaux. Et l'autre théorie, ce sont tout ce qui est toxique, les produits que l'on accumule dans le corps. Finissent par tuer les cellules, tout simplement. Donc, au commencement de l'histoire de la vie, il y a 3,8 milliards d'années, les premiers êtres vivants fonctionnaient sans oxygène. Et puis, petit à petit, la vie s'est adaptée et à rejeter l'oxygène comme un poison. Mais l'oxygène reste un produit hautement réactif et donc ça oxyde. Qui oxyde, effectivement. Et pour lutter contre ces processus de vieillissement, le corps produit ce qui s'appelle des antioxydants. Et donc, une des idées dans les recherches, c'est de progresser, d'avoir des mécanismes antioxydants plus efficaces
qui limite les accumulations de produits toxiques dans le corps. Alors Didier Kernel, pour arrêter de vieillir, les chercheurs essaient par exemple aussi de reprogrammer les cellules, comme l'ont fait récemment des scientifiques brésiliens qui ont reprogrammé des cellules de la peau, alors de patients schizophrènes, pour les transformer en neurones. Et grâce à cela, des nouveaux médicaments ont été mis au point et pourront être testés rapidement sans avoir besoin, par exemple, d'ouvrir la tête du patient. Explication auprès des chercheurs, au micro de François Cardena, correspondant RFI au Brésil. L'idée, c'est de prendre une cellule de la peau et de la reprogrammer, et de faire qu'elle puisse se transformer en n'importe quelle cellule du corps. Et grâce à cet outil, on peut étudier et soigner toutes les parties du corps humain. Jusqu'où vous pensez que vos travaux pourront vous amener dans les années à venir? On est au cœur d'une compétition mondiale. Il y a de très nombreux chercheurs dans le monde qui tentent d'améliorer cette technique. Je pense que la limite dans la recherche scientifique doit sans cesse être discutée avec la société pour savoir jusqu'où peut aller la science. Je crois que le scientifique doit avancer et que dans l'histoire, la science a toujours dû défier les limites que s'était donné une société. Et c'est à cette même société de débattre pour savoir dans quelle direction elle va. Ça a été le cas sur la question de la transplantation d'organes, de celle des bébés éprouvettes. À chaque fois, la science a dû défier la société et provoquer le débat sur la direction à prendre. Quand vous avez commencé à travailler sur ces cellules et que vous avez commencé à voir que finalement la découverte était à portée de main, vous n'avez pas eu l'impression d'être une sorte d'apprenti sorcier? Vous savez, les gens aujourd'hui vivent plus longtemps parce que nous ne sommes plus naturels. Nous ne sommes plus le fruit de la sélection naturelle de Darwin. Nous avons réussi à pervertir cette sélection naturelle à notre faveur. Nous ne sommes plus un Homo sapiens sapiens, nous avons évolué différemment. Nous avons réussi à manipuler la nature et je ne crois pas que ce soit un problème, parce que nous ne sommes plus naturels. L'être humain n'est pas un être naturel. Jusqu'où vous pensez qu'on va pouvoir modifier le corps humain en ajoutant des neurones, des organes greffés? Il y a de très nombreuses pistes de recherche, avec par exemple ce que l'on appelle l'interface cerveau-machine, qui relie un homme à un ordinateur avec des prothèses artificielles. Ça permettra d'améliorer notre intelligence, mais aussi notre force, grâce à un bras bionique par exemple. Il y a aussi ce que l'on appelle la médecine régénérative, par le biais de cellules souches que l'on utilise comme des pièces de rechange pour réparer des organes endommagés. Aujourd'hui, vous avez réussi à créer un neurone à partir d'une cellule de la peau. Vous pensez qu'un jour, vous pourrez arriver à créer un cerveau de toutes pièces? Créer un cerveau entier à partir de cellules souches reprogrammées, c'est peu probable. Par contre, on pourra peut-être insérer des cellules reprogrammées dans des zones spécifiques du cerveau pour tâcher de guérir des parties du cerveau abîmées par des maladies, comme par exemple la maladie de Parkinson. Reprogrammer les cellules pour en faire d'autres adaptées et pouvoir interchanger comme ça des cellules ou des parties de notre corps. Didier Kernel, eh bien pour arrêter de vieillir, c'est vrai qu'on essaie de reprogrammer ces cellules. Pour autant, le vieillissement est-il une règle universelle de la vie? Il semble pas. Certains scientifiques aussi ont découvert récemment, par exemple, qu'il y avait une méduse de la famille Nitricula qui serait le seul animal pouvant être immortelle. En fait, elle est capable de remonter le temps en passant d'une phase de vie avancée à une phase de vie plus jeune. Alors en fait, là aussi, ce que nous faisons artificiellement, de temps en temps, la nature nous montre que la vieillesse n'est pas irrémédiable. Donc ce que nous faisons artificiellement, la nature peut le faire bien souvent. Pour ce qui concerne les animaux qui ne vieillissent pas, ce n'est pas pour, en tout cas, des vertébrés. Cela ne concerne, si cela fonctionne, que des animaux de très petite taille. Donc, on cite parfois l'hydre, on a cité donc la Turritopsis nutricula. Et pour ces animaux-là, il faut encore, comme ils ont été découverts relativement récemment, il faut encore étudier pour en être absolument certain. Et pour la Turritopsis nutricula, c'est seulement dans certains cas particuliers. Il y a une famille de rats aussi qui vit très longtemps. Alors, pour ce qui concerne les longues durées de vie, là, il y a des cas particuliers de très longue durée.
Donc les tortues sont célèbres, les rataupes sont les rongeurs qui vivent le plus longtemps et qui vivent à peu près 10 fois plus longtemps que des rats ordinaires. Et donc tout ceci illustre le fait que des modifications relativement minimes du patrimoine génétique peuvent permettre une vie beaucoup plus longue. Mais il n'y a pas que les thérapies géniques pour tout ce qui concerne les progressions en matière de santé. Donc, ouais, on le verra. Là, il y a aussi, on est dans le terme relativement long. Donc, on progresse aussi très rapidement dans bien d'autres domaines, contre les maladies cardiovasculaires, contre les cancers. Et on aura l'occasion de l'évoquer dans un instant. RFI, Radio France Internationale. Françoise Hardy, rendez-vous dans une autre vie dans Autour de la question qui s'intéresse aujourd'hui à vieillir en pleine santé avec Didier Kernel, expert international sur les questions d'allongement de la vie, qui vient de publier Si on arrêtait de vieillir aux éditions FIP. Didier, qui ne meurt pas de vieillesse en fait, on meurt surtout de maladies liées au vieillissement. Donc effectivement, enfin, on ne meurt pas de vieillesse, ça n'existe pas la mort de vieillesse, il y a toujours une cause.
Et il y a 3 grands types de causes de maladies liées au vieillissement actuellement. Ce sont les maladies cardiovasculaires, les cancers et les maladies neurodégénératives. Et je les donne dans cet ordre-là parce que c'est l'ordre dans lequel on fait les progrès les plus rapides, moyennement rapides et les moins rapides. Donc cardiovasculaire, les progrès sont gigantesques. Et de plus, on connaît aussi les améliorations en matière d'hygiène de vie qui sont nécessaires pour cela. Pour les cancers, les progrès sont quand même extrêmement rapides pour certains types de cancers, mais moins rapides. Par exemple, la leucémie chez les enfants. Par exemple, la leucémie chez les enfants, c'est frappant. Quand j'étais enfant, le pire drame médical qui pouvait arriver dans une famille européenne ou américaine, c'était un enfant atteint de la leucémie. C'était quasiment une condamnation à mort à délai, en plus avec une agonie longue et 80-90% de décès. Aujourd'hui, le taux de décès, ça reste une maladie grave quand un enfant est atteint, mais on est à 10 ou 20%. Un peu la même chose pour le cancer du sein. Ce n'était pas tout à fait aussi grave, la mortalité n'était pas aussi forte. Et maintenant, elle est tombée pour les femmes, le taux d'espérance de vie à 5 ans pour les femmes atteintes de cancer en France. C'est 89%. J'ai lu les chiffres tout récemment. Donc, 9 chances sur 10 pour une femme de continuer à vivre après 5 ans. Alors, justement, on va parler de ce qui se passe un peu en France, l'espérance de vie des femmes, et en fait, la plus longue des pays européens. Toutefois, la qualité de vie des personnes âgées régresse. Et là, on parle de qualité de la vie. Jean-Marie Robin, directeur de recherche à l'INSERM, est au micro de Michel Diaz. Il estime que l'espérance de vie sans incapacité, c'est-à-dire sans un handicap, est globalement en hausse en France, si quand même on la compare à d'autres pays, par exemple ceux d'Europe du Sud. L'espérance de vie augmente relativement lentement comparé à d'autres pays de l'Europe de l'Ouest, mais l'espérance de vie sans incapacité est fortement orientée à la hausse. Donc les gens vivent un peu plus longtemps, année après année, mais beaucoup plus longtemps sans incapacité. Inversement, on a des pays du sud de l'Europe où l'espérance de vie continue à augmenter très fortement, comme en Italie, en Espagne ou en France, alors qu'il n'y a pas beaucoup de progrès sur l'espérance de vie sans incapacité. Il peut même y avoir des pays comme l'Espagne où on a l'impression qu'il y a une diminution de l'espérance de vie sans incapacité, donc c'est plutôt une accumulation des années vécues avec de l'incapacité. Et Kernel, donc le problème c'est, oui, on va vivre longtemps, vivre vieux, c'est bien, mais être handicapé en même temps ou subir les affres de la vieillesse, c'est pas terrible. C'est moins bien, évidemment. Et donc, c'est pour ça que ce dont je parle toujours, c'est vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé. Et les statistiques concernant la durée de vie en bonne santé sont extrêmement intéressantes, mais il y a un certain nombre de difficultés auxquelles je consacre quelques pages dans mon livre, notamment parce que quand on consulte les statistiques d'Eurostat, on constate qu'il y a des variations vraiment très rapides d'une année sur l'autre dans un pays, ou bien des variations extrêmement élevées d'un pays à l'autre, entre la Finlande et la Suède, alors que ce sont des pays très similaires. Je ne vais pas détailler ici. Je pense que c'est très important de mesurer la durée de vie en bonne santé, mais que des... Qu'on appelle la qualité de vie, tout simplement. Oui, la qualité de vie, mais que les instruments de mesure actuels doivent peut-être être affinés. Alors, il n'en reste pas moins que ces dernières décennies, nous avons gagné considérablement tant en durée de vie qu'en durée de vie en bonne santé. Mais je voudrais arriver à la troisième grande catégorie de maladies liées au vieillissement. Ce sont les maladies neurodégénératives. Et là, malheureusement, les progrès ne sont pas très importants. Oui, Alzheimer. Donc, Alzheimer, 90% des maladies neurodégénératives liées à l'âge, c'est la maladie d'Alzheimer. On considère qu'à peu près 50% des personnes âgées de plus de 85 ans sont atteintes d'une forme de maladie, mais qui peut être encore faible. Donc on fait certains progrès, mais pour réellement pouvoir lutter avec succès, il faudra des recherches considérables. Alors Didier Kernel, on le voit bien, l'allongement de la vie est donc devenu la situation presque normale des pays développés. En tout cas, elle impose aussi à la société de se réinventer complètement, de l'acceptation du droit de vieillir à la gestion économique des retraites, en passant par le financement de la dépendance. En fait, tous les enjeux sont cruciaux. Nous sommes vraiment face à une nouvelle étape dans l'histoire des pays développés ou même de l'histoire de l'humanité. C'est accepter de vieillir et peut-être avoir un droit à vieillir bien.
Donc le droit à la santé, il est déjà inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Évidemment, à l'époque, il n'était pas compris dans ce sens-là. Mais donc, oui, ça devient un droit de vieillir, qui est un droit très important pour moi, pour tous, et pas seulement pour quelques-uns. Et la société change, elle change rapidement. Attention cependant, tout ça ne se passe pas du jour au lendemain. Personne n'aura 150 ans dans 10 ans. Donc aujourd'hui, la personne la plus âgée au monde a 115 ans. Donc même si on trouve la pilule miracle pour ne plus vieillir... Ouais, les centenaires, ils courent pas les rues non plus. Excuse-moi l'expression. C'est ça, c'est un chapitre. Les centenaires, les super centenaires ne courent pas les rues. Le nombre de centenaires, il y aura probablement dans le monde d'ici quelques années 1 million de centenaires. Par contre, ce qu'on appelle les super centenaires, c'est-à-dire les personnes de plus de 110 ans, là, le nombre reste très très peu important. Alors, dans toutes les méthodes qui sont préconisées pour l'allongement de la vie et pour, on va dire, favoriser, donner à l'humanité la chance de vivre plus longtemps, aux individus en tout cas, on ne peut pas éviter de parler de tout ce qui est technologie, les nanotechnologies. L'artificiel, en fait, est-il en train de se substituer au biologique ? L'artificiel s'est toujours substitué au biologique. Vous et moi utilisons des prothèses thermiques qu'on appelle vêtements, donc et on a un accès à toutes les connaissances. On les a pas ingérés. On les a pas ingérés, mais par exemple, qu'est-ce qui est le plus intrusif imaginable ? C'est la transfusion sanguine. La transfusion sanguine, il y a un siècle, le père de famille qui aurait dit je souhaite que mon fils soit transfusé pour lui sauver la vie, on aurait dit vous êtes fou. Et aujourd'hui, le père de famille qui dit je ne souhaite pas que mon fils soit transfusé pour lui sauver la vie, on lui dit vous êtes fou. Donc ce n'est pas la question interne, externe, comme on pense souvent, c'est plutôt la question déjà acceptée socialement et déjà utilisée largement versus encore rarement. Mais on progresse dans la plupart des domaines de la lutte contre le vieillissement. Alors, il y a aussi la question, est-il possible d'améliorer l'humain ? La science, en tout cas, répond souvent de manière positive. Oui, c'est tout à fait possible. C'est même un mouvement planétaire. Il y a les transhumanistes, par exemple, qui espèrent remplacer toutes les pièces de la machine humaine, voire de mettre, pourquoi pas, il y a des programmes dans ce sens, du moins en Europe, un petit peu partout dans le monde d'ailleurs, notre pensée, voire notre conscience dans des machines. Alors là, on est franchement à la limite de la science-fiction, non ? Là, on est à la limite de la science-fiction et moi, mon intérêt, que je nomme parfois technoprogressiste, ma priorité majeure, c'est permettre des investissements pour que les gens vivent beaucoup plus longtemps en bonne santé. Parce que ça, c'est important quand même, il faut le dire. Même si vous êtes favorable à cette amélioration de l'être humain, vous tenez à ce que ce progrès soit partagé entre tous et pas réservé à une certaine catégorie de la population. Extrêmement important. Beaucoup de gens disent investir dans ces domaines-là, finalement, est-ce que c'est bien nécessaire ? Il y a des gens qui meurent de faim, etc. Je pense que c'est particulièrement nécessaire parce que s'il n'y a pas d'investissement public, s'il n'y a pas de mesures qui sont prises pour être certain que les progressions, les brevets, etc. soient réellement accessibles à tous, cela aura pour conséquence pas que, peut-être que les progressions seront un peu moins rapides, mais surtout que ce ne sera pas pour vous, moi et les personnes d'Afrique subsaharienne et Bill Gates, mais seulement pour Bill Gates et quelques-uns d'entre nous ici au nord. Et même si, supposons que des techniques soient possibles, mais qu'elles soient interdites, ici en Europe, les plus riches iront alors dans les pays asiatiques ou d'Arabie Saoudite, où d'ailleurs des cliniques existent déjà actuellement. En tout cas, vous êtes un optimiste de nature. Vous croyez fermement que la science nous sauvera un jour de la mort. En vous remerciant, Didier Kernel. Petite question personnelle, c'est toujours comme ça qu'on termine l'émission. Vous comptez vivre pendant 1000 ans ? Donc je suis un optimiste conscient des risques pour lesquels on ne peut pas s'étendre ici, donc je ne pense pas que nécessairement les choses vont se passer comme cela. Et donc, j'espère vivre le plus longtemps en bonne santé, mais c'est surtout quand je vois là où j'habite, dans la banlieue bruxelloise, des personnes âgées se déplacer péniblement, que je souhaite que la science fasse des progrès et leur permette, ou en tout cas, pour elles, c'est probablement trop tard malheureusement, mais en tout cas permettre à ceux qui ont 70 ans maintenant de vivre plus longtemps. Merci Didier Kernel. Et si on arrêtait de vieillir, c'est votre livre aux éditions FIP. Autour de la question sur Internet,
www.rfi.fr. Prochain autour de la question demain, même heure, même fréquence, dans quelques instants les infos. Guillaume Ploquin, Pierre Vallée, Dominique Desaunay, nous vous saluons. Et d'ici à demain, posez-vous donc des questions et ainsi à votre tour changez le monde. Pour nous contacter, autour de la question @rfi.fr.